guerre. Il passait pour l'agent de liaison le plus rapide de son régiment. En convalescence, il vint me voir au fort de Bicêtre, et c'est même à l'occasion de cette visite que nous décidâmes d'aller ensemble taper notre ancien patron. Qui fut dit, fut fait. Au moment où nous arrivions au boulevard de la Madeleine, on finissait l'étalage. « Tiens, vous voilà vous autres ?» s'étonna un peu de nous voir monsieur Putat. « Je suis bien content quand même. Entrez. Vous, Voireuse, vous avez bonne mine. Ça va bien? Mais vous, Bardamu, vous avez l'air malade, mon garçon. Enfin, vous êtes jeune, ça reviendra. Vous en avez de la veine malgré tout, vous autres. On peut dire ce que l'on voudra, hein. Vous vivez des heures magnifiques, hein, là-haut, et à l'air. C'est de l'histoire, ça, mes amis, où je m'y connais pas. Et quelle histoire !» On ne répondait rien à monsieur Putat. On le laissait dire tout ce qu'il voulait avant de taper. Alors il continuait. « Ah, c'est dur, j'en conviens, les tranchées. C'est vrai. Mais c'est joliment dur ici aussi, vous savez. Vous avez été blessés, hein, vous autres? Moi, je suis éreinté. J'en ai fait du service de nuit en ville depuis 2 ans. Vous vous rendez compte? Pensez donc. Absolument éreinté. Crevé. Ah, les rues de Paris pendant la nuit, sans lumière, mes petits amis. Y conduire une auto et souvent avec le ministre dedans. Et en vitesse encore. Vous pouvez pas vous imaginer. C'est à se tuer 10 fois par nuit. Oui, ponctua madame Putat, et quelquefois, il conduit la femme du ministre aussi. Ah oui, et c'est pas fini. C'est terrible, reprîmes-nous ensemble. Et les chiens? Demanda Voireuse pour être poli. Qu'en a-t-on fait? Va-t-on encore les promener aux Tuileries? Je les ai fait abattre. Ils me faisaient du tort. Ça ne faisait pas bien au magasin. Des bergers allemands. C'est malheureux, regretta sa femme. Mais les nouveaux chiens qu'on a maintenant sont bien gentils. C'est des Écossais. Ils sentent un peu. Tandis que nos bergers allemands, vous vous souvenez, Voireuse, ils ne sentaient jamais, pour ainsi dire. On pouvait les garder dans le magasin, enfermés, même après la pluie. Ah oui, ajouta monsieur Putat. C'est pas comme ce sacré Voireuse avec ses pieds. Est-ce qu'ils sentent toujours vos pieds, Jean, sacré Voireuse, va? Je crois encore un peu, qu'il a répondu Voireuse. À ce moment, des clients entrèrent. Je ne vous retiens plus, mes amis, nous fit monsieur Putat, soucieux d'éliminer Jean au plus tôt du magasin. Et bonne santé surtout. Je ne vous demande pas d'où vous venez. Eh non. Défense nationale avant tout, c'est mon avis. À ces mots de défense nationale, il se fit tout à fait sérieux, Putat, comme lorsqu'il rendait la monnaie. Ainsi on nous congédiait. Madame Putat nous remit 20 francs à chacun en partant. Le magasin astiqué et luisant comme un yacht. On n'osait plus le retraverser à cause de nos chaussures qui, sur le fin tapis, paraissaient monstrueuses. Ah, regarde-les donc, Roger, tous les deux, comme ils sont drôles. Ils n'ont plus l'habitude. On dirait qu'ils ont marché dans quelque chose, s'exclamait madame Putat. Ça leur reviendra, fit monsieur Putat, cordial et bonhomme, et bien content d'être débarrassé aussi promptement, à si peu de frais. Une fois dans la rue, nous réfléchîmes qu'on n'irait pas très loin avec nos 20 francs chacun. Mais Voireuse, lui, avait une idée supplémentaire. Viens, qu'il me dit, chez la mère d'un copain qui est mort pendant qu'on était dans la Meuse. J'y vais, moi, tous les 8 jours chez ses parents, pour leur raconter comment qu'il est mort, leur fieu. C'est des gens riches. Elle me donne dans les 100 francs à chaque fois, sa mère. Ça leur fait plaisir qu'ils disent. Alors tu comprends? Qu'est-ce que j'irai y faire, moi, chez eux? Qu'est-ce que je dirais, moi, à la mère? Eh bien, tu lui diras que tu l'as vu, toi aussi. Elle te donnera 100 francs à toi aussi. C'est des vrais gens riches, ça, je te dis. Et qui sont pas comme ce mufle de Putat, ils regardent pas, eux. Je veux bien, mais elle va pas me demander des détails, t'es sûr? Parce que je l'ai pas connu, moi, son fils, hein. Je nagerais, moi, si elle en demandait. Non, ça fait rien, tu diras tout comme moi, tu feras, oui, t'en fais pas. Elle a du chagrin, tu comprends, cette femme-là. Et du moment alors qu'on lui parle de son fils, elle est contente. C'est rien que ça qu'elle demande. N'importe quoi, c'est pas du rayon. Je parvenais mal à me décider, mais j'avais bien envie des 100 francs qui me paraissaient exceptionnellement faciles à obtenir, et comme providentiels. Bon, que je me décidais à la fin. Mais alors, faut que j'invente rien, hein, je te préviens, tu me promets. Je dirais comme toi, c'est tout. Comment qu'il est mort d'abord, le gars? Il a pris un obus en pleine poire, mon vieux. Et puis pas un petit, à Garance que ça s'appelait, dans la Meuse, sur le bord d'une rivière. On n'en a pas retrouvé ça, du gars, mon vieux. C'était plus qu'un souvenir, quoi. Et pourtant, tu sais, il était grand et bien balancé, le gars, et fort, et sportif, mais contre un obus, hein, pas de résistance, c'est vrai. Nettoyé, je te dis qu'il a été. Sa mère, elle a encore du mal à croire ça au jour d'aujourd'hui. J'ai beau y dire et y redire, elle veut qu'il soit seulement disparu. C'est idiot, une idée comme ça. Disparu. C'est pas de sa faute. Elle en a jamais vu, elle, d'obus. Elle peut pas comprendre qu'on foute le camp dans l'air comme ça, comme un paix. Et puis que ça soit fini. Surtout que c'est son fils. Bah, évidemment. D'abord, je n'y ai pas été depuis 15 jours chez eux.
Mais tu vas voir quand j'y arrive, elle me reçoit tout de suite sa mère dans le salon. Et puis tu sais, c'est beau chez eux. On dirait un théâtre, tellement qu'il y en a des rideaux, des tapis, des glaces partout. 100 francs, tu comprends, ça doit pas les gêner beaucoup. C'est comme moi 100 sous, qui dirait-on à peu près. Aujourd'hui, elle est même bonne pour 200. Depuis 15 jours qu'elle m'a pas vu. Tu verras les domestiques avec les boutons en doré, mon ami. À l'avenue Henri Martin, on tournait sur la gauche. Et puis on avançait encore un peu, enfin on arrivait devant une grille, au milieu des arbres d'une petite allée privée. Tu vois, que remarqua Voireuse, quand on fut bien devant. C'est comme une espèce de château. Je te l'avais bien dit. Le père est un grand Manitou dans les chemins de fer qu'on m'a raconté. C'est une huile. Il est pas chef de gare? Que je fais, moi, pour plaisanter. Rigole pas. Le voilà là-bas qui descend. Il vient sur nous. Mais l'homme âgé qu'il me désignait ne vint pas tout de suite. Il marchait voûté autour de la pelouse, en parlant avec un soldat. Nous approchâmes. Je reconnus le soldat. C'était le même réserviste que j'avais rencontré la nuit à Noirceur sur la Lys, où j'étais en reconnaissance. Je me souvins même, à l'instant, du nom qu'il m'avait dit, Robinson. Tu le connais, toi, ce biffin-là? Qu'il me demanda, Voireuse. Ah oui, je le connais. C'est peut-être un ami à eux. Ils doivent se parler de la mère. Je voudrais pas qu'ils nous empêchent d'aller la voir, parce que c'est elle plutôt qui donne le pognon. Le vieux monsieur se rapprocha de nous. Il chevrotait. Mon cher ami, dit-il à Voireuse, j'ai la grande douleur de vous apprendre que depuis votre dernière visite, ma pauvre femme a succombé à notre immense chagrin. Jeudi, nous l'avions laissée seule un moment. Elle nous l'avait demandé. Elle pleurait. Il ne sut finir sa phrase. Il se détourna brusquement et nous quitta. Je te reconnais bien, fis-je alors à Robinson, dès que le vieux monsieur se fut suffisamment éloigné de nous. Moi aussi que je te reconnais. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la vieille, que je lui ai alors demandé? Eh bien, elle s'est pendue avant-hier, voilà tout, qu'il a répondu. Tu parles alors d'une noix, dis donc, qu'il a même ajouté à ce propos. Moi qui l'avais comme marraine, c'est bien ma veine, hein? Tu parles d'un lot, pour la première fois que je venais en permission. Et il y a 6 mois que je l'attendais, ce jour-là. On n'a pas pu s'empêcher de rigoler, Voireuse et moi, de ce malheur-là qui lui arrivait à lui, Robinson. En fait de sale surprise, ça en était une. Seulement, ça nous rendait pas nos 200 balles à nous non plus qu'elle soit morte. Nous qu'on allait monter un nouveau bobard pour la circonstance. Du coup, nous n'étions pas contents, ni les uns ni les autres. Tu l'avais ta gueule enfarinée, hein, grand saligot, qu'on l'asticotait, nous, Robinson, histoire de le faire grimper et de le mettre en boîte. Tu croyais que t'allais te l'envoyer, hein? Le gueuleton pépère avec les vieux? Tu croyais peut-être aussi que t'allais l'enfiler, la marraine? T'es servi, dis donc. Comme on pouvait pas rester là tout de même à regarder la pelouse en se bidonnant, on est partis tous les 3 ensemble du côté de Grenelle. On a compté notre argent à tous les 3, ça faisait pas beaucoup. Comme il fallait rentrer le soir même dans nos hôpitaux et dépôts respectifs, il y avait juste assez pour un dîner au bistrot à 3. Et puis il restait peut-être encore un petit quelque chose, mais pas assez pour monter au bobinard. Cependant, on y a été quand même au claque, mais pour prendre un verre seulement, et en bas. Toi, je suis content de te revoir, qu'il m'a annoncé, Robinson. Mais tu parles d'un colis quand même, la mère du gars. Tout de même quand j'y repense, et qui va se pendre le jour même où j'arrive, dis donc. Je la retiens celle-là. Est-ce que je me pends, moi, dis? Du chagrin? Je passerai mon temps à me pendre, moi, alors. Et toi? Les gens riches, fit Voireuse, c'est plus sensible que les autres. Il avait bon cœur, Voireuse. Il ajouta encore, si j'avais 6 francs, je monterais avec la petite brune que tu vois là-bas, près de la machine à sous. Vas-y, qu'on lui a dit, nous, alors. Tu nous raconteras si elle suce bien. Seulement, on a eu beau chercher, on n'avait pas assez avec le pourboire pour qu'il puisse se l'envoyer. On avait juste assez pour encore un café chacun et 2 cassis. Une fois lichés, on est reparti se promener. Place Vendôme qu'on a fini par se quitter. Chacun partait de son côté. On ne se voyait plus en se quittant et on parlait bas, tellement il y avait des échos. Pas de lumière, c'était défendu. Lui, Jean Voireuse, je l'ai jamais revu. Robinson, je l'ai retrouvé souvent par la suite. Jean Voireuse, c'est les gaz qui l'ont possédé dans la Somme. Il est allé finir au bord de la mer, en Bretagne, 2 ans plus tard, dans un sanatorium marin. Il m'a écrit 2 fois dans les débuts, puis plus du tout. Il n'y avait jamais été à la mer. T'as pas idée comme c'est beau qu'il m'écrivait. Je prends un peu des bains, c'est bon pour mes pieds. Mais ma voix, je crois qu'elle est bien foutue. Ça le gênait parce que son ambition, au fond, à lui, c'était de pouvoir un jour rentrer dans les chœurs au théâtre. « 'C'est bien mieux payé, et plus artiste les chœurs que la figuration simple.
Les huiles ont fini par me laisser tomber, et j'ai pu sauver mes tripes. Mais j'étais marqué à la tête, et pour toujours. Rien à dire. Va-t'en, qu'ils m'ont fait. T'es plus bon à rien. En Afrique, que j'ai dit, moi. Plus que ça sera loin, mieux ça vaudra. C'était un bateau comme les autres de la compagnie des corsaires réunis qui m'a embarqué. Il s'en allait vers les tropiques, avec son fret de cotonnade, d'officiers et de fonctionnaires. Il était si vieux, ce bateau, qu'on lui avait enlevé jusqu'à sa plaque en cuivre sur le pont supérieur, où se trouvait autrefois inscrite l'année de sa naissance. Elle remontait si loin, sa naissance, qu'elle aurait incité les passagers à la crainte, et aussi à la rigolade. On m'avait donc embarqué là-dessus, pour que j'essaye de me refaire aux colonies. Ils y tenaient, ceux qui me voulaient du bien, à ce que je fasse fortune. Je n'avais envie, moi, que de m'en aller, mais comme on doit toujours avoir l'air utile quand on n'est pas riche, et comme d'autre part je n'en finissais pas avec mes études, ça ne pouvait pas durer. Je n'avais pas assez d'argent non plus pour aller en Amérique. Va pour l'Afrique, que j'ai dit alors, et je me suis laissé pousser vers les tropiques, où, m'assurait-on, il suffisait de quelque tempérance et d'une bonne conduite pour se faire tout de suite une situation. Ces pronostics me laissaient rêveur. Je n'avais pas beaucoup de choses pour moi, mais j'avais certes de la bonne tenue, on pouvait le dire, le maintien modeste, la déférence facile, et la peur toujours de n'être pas à l'heure, et encore le souci de ne jamais passer avant une autre personne dans la vie. De la délicatesse, enfin. Quand on a pu s'échapper vivant d'un abattoir international en folie, c'est tout de même une référence sous le rapport du tact et de la discrétion. Mais revenons à ce voyage. Tant que nous restâmes dans les eaux d'Europe, ça ne s'annonçait pas mal. Les passagers croupissaient, répartis dans l'ombre des entreponts, dans les WC, au fumoir, par petits groupes soupçonneux et nasillards, tout ça bien imbibé de picons et cancans, du matin au soir. On en rotait, sommeillait et vociférait tour à tour, et semblait-il sans jamais regretter rien de l'Europe. Notre navire avait nom l'amiral Bragueton. Il ne devait tenir sur ses eaux tièdes que grâce à sa peinture. Tant de couches accumulées par pelure avaient fini par lui constituer une sorte de seconde coque à l'amiral Bragueton, à la manière d'un oignon. Nous voguions vers l'Afrique, la vraie, la grande, celle des insondables forêts, des miasmes délétères, des solitudes inviolées, vers les grands tyrans nègres vautrés au croisement de fleuves qui n'en finissent plus. Pour un paquet de lames pilettes, j'allais trafiquer avec eux des ivoires longs comme ça, des oiseaux flamboyants, des esclaves mineurs. C'était promis, la vie, quoi. Rien de commun avec cette Afrique décortiquée, des agences et des monuments, des chemins de fer et des nougats. Ah non! Nous allions nous la voir dans son jus, la vraie Afrique. Nous, les passagers boissonnants de l'amiral Bragueton. Mais, dès après les côtes du Portugal, les choses se mirent à se gâter. Irrésistiblement, certains matins, au réveil, nous fûmes comme dominés par une ambiance d'étuve infiniment tiède, inquiétante. L'eau dans les verres, la mer, l'air, les draps, notre sueur, tout, tiède, chaud. Désormais impossible la nuit, le jour, d'avoir plus rien de frais sous la main, sous le derrière, dans la gorge, sauf la glace du bar avec le whisky. Alors un vil désespoir s'est abattu sur les passagers de l'amiral Bragueton, condamnés à ne plus s'éloigner du bar, envoûtés, rivés au ventilateur, soudés aux petits morceaux de glace, échangeant menaces après cartes et regrets en cadence incohérente. Ça n'a pas traîné. Dans cette stabilité désespérante de chaleur, tout le contenu humain du navire s'est coagulé dans une massive ivrognerie. On se mouvait mollement entre les ponts, comme des poulpes au fond d'une baignoire d'eau fadasse. C'est depuis ce moment que nous vîmes à fleur de peau venir s'étaler l'angoissante nature des Blancs, provoqués, libérés, bien débraillés enfin, leur vraie nature, tout comme à la guerre. Étuve tropicale pour instinct tels crapauds et vipères qui viennent enfin s'épanouir au mois d'août, sur les flancs fissurés des prisons. Dans le froid d'Europe, sous les grisailles pudiques du Nord, on ne fait, hors les carnages, que soupçonner la grouillante cruauté de nos frères. Mais leur pourriture envahit la surface, dès que les émoustille la fièvre ignoble des tropiques. C'est alors qu'on se déboutonne éperdument, et que la saloperie triomphe et nous recouvre entiers. C'est l'aveu biologique. Dès que le travail et le froid ne nous astreignent plus, relâchent un moment le rétaux, on peut apercevoir des Blancs, ce qu'on découvre du gai rivage, une fois que la mer s'en retire. La vérité, mare lourdement puante, les crabes, la charogne et les troncs. Ainsi,
Le Portugal passé, tout le monde se mit sur le navire à se libérer les instincts avec rage, l'alcool aidant, et aussi ce sentiment d'agrément intime que procure une gratuité absolue de voyage, surtout aux militaires et fonctionnaires en activité. Se sentir nourri, couché, abreuvé pour rien pendant 4 semaines consécutives, qu'on y songe, c'est assez, n'est-ce pas, en soi pour délirer d'économie. Moi, seul payant du voyage, je fus trouvé par conséquent, dès que cette particularité fut connue, singulièrement effronté, nettement insupportable. Si j'avais eu quelque expérience des milieux coloniaux, au départ de Marseille, j'aurais été compagnon indigne, à genoux, solliciter le pardon, la mansuétude de cet officier d'infanterie coloniale, que je rencontrais partout, le plus élevé en grade, et m'humilier peut-être au surplus, pour plus de sécurité, au pied du fonctionnaire le plus ancien. Peut-être alors ces passagers fantastiques m'auraient-ils toléré au milieu d'eux, sans dommage. Mais ignorant, mon inconsciente prétention de respirer autour d'eux faillit bien me coûter la vie. On n'est jamais assez craintif. Grâce à certaine habileté, je ne perdis que ce qu'il me restait d'amour-propre. Et voici comment les choses se passèrent. Quelque temps après les îles Canaries, j'appris d'un garçon de cabine qu'on s'accordait à me trouver poseur, voire insolent, qu'on me soupçonnait de macrotage en même temps que de pédérastie, d'être même un peu cocaïnomane, mais cela à titre accessoire. Puis l'idée fit son chemin que je devais fuir la France devant les conséquences de certains forfaits parmi les plus graves. Je n'étais cependant qu'au début de mes épreuves. C'est alors que j'appris l'usage imposé sur cette ligne de n'accepter qu'avec une extrême circonspection, d'ailleurs accompagné de brimades, les passagers payants, c'est-à-dire ceux qui ne jouissaient ni de la gratuité militaire, ni des arrangements bureaucratiques, les colonies françaises appartenant en propre, on le sait, à la noblesse des annuaires. Il n'existe après tout que bien peu de raisons valables pour un civil inconnu de s'aventurer de ces côtés. Espion, suspect, on trouva 1000 raisons pour me toiser de travers, les officiers dans le blanc des yeux, les femmes en souriant d'une manière entendue. Bientôt les domestiques eux-mêmes, encouragés, échangèrent derrière mon dos des remarques lourdement caustiques. On en vint à ne plus douter que c'était bien moi le plus grand et le plus insupportable mufle du bord, et pour ainsi dire, le seul. Voilà qui promettait. Je voisinais à table avec 4 agents des postes du Gabon, hépatiques, édentés. Familiers et cordiaux dans le début de la traversée, ils ne m'adressèrent ensuite plus un traître mot. C'est-à-dire que je fus placé, d'un tacite accord, au régime de la surveillance commune. Je ne sortais plus de ma cabine qu'avec d'infinies précautions. L'air tellement cuit nous pesait sur la peau à la manière d'un solide. À poil, verrou tiré, je ne bougeais plus. Et j'essayais d'imaginer quel plan les diaboliques passagers avaient pu concevoir pour me perdre. Je ne connaissais personne à bord, et cependant chacun semblait me reconnaître. Mon signalement devait être devenu précis, instantané dans leur esprit, comme celui du criminel célèbre qu'on publie dans les journaux. Je tenais, sans le vouloir, le rôle de l'indispensable infâme et répugnant saligo, honte du genre humain qu'on signale partout au long des siècles, dont tout le monde a entendu parler, ainsi que du diable et du bon Dieu, mais qui demeure toujours si divers, si fuyant, quand à terre et dans la vie, insaisissable en somme. Il avait fallu pour l'isoler enfin, le saligo, l'identifier, le tenir, les circonstances exceptionnelles qu'on ne rencontrait que sur ce bord étroit. Une véritable réjouissance générale et morale s'annonçait à bord de l'amiral Braqueton. L'immonde n'échapperait pas à son sort. C'était moi. À lui seul, cet événement valait tout le voyage. Reclus parmi ses ennemis spontanés, je tâchais tant bien que mal de les identifier sans qu'ils s'en aperçussent. Pour y parvenir, je les épiais impunément, le matin surtout, par le hublot de ma cabine. Avant le petit déjeuner, prenant le frais, poilu du pubis aux sourcils et du rectum à la plante des pieds, en pyjama, transparents au soleil. Vautré le long du bastingage, le verre en main, ils venaient rôter là, mes ennemis, et menaçaient déjà de vomir alentour, surtout le capitaine aux yeux saillants et injectés que son foie travaillait ferme, dès l'aurore. Régulièrement au réveil, il s'enquérait de mes nouvelles auprès des autres lurons, si l'on ne m'avait pas encore balancé par-dessus bord, qu'il mandait, comme un glavio, pour faire image, et en même temps il crachait dans la mer mousseuse. Quelle rigolade. L'amiral n'avançait guère. Il se traînait plutôt, en ronronnant, d'un roulis vers l'autre. Ce n'était plus un voyage, c'était une espèce de maladie.
Les membres de ce concile matinal, à les examiner de mon coin, me semblaient tous assez profondément malades, paludéens, alcooliques, syphilitiques sans doute. Leur déchéance visible à 10 mètres me consolait un peu de mes tracas personnels. Après tout, c'étaient des vaincus tout de même que moi, ces matamores. Ils crânaient encore, voilà tout. Seule différence. Les moustiques s'étaient déjà chargés de les sucer et de leur distiller à pleine veine ces poisons qui ne s'en vont plus. Le tréponème, à l'heure qu'il était, leur limaillait déjà les artères. L'alcool leur bouffait les foies. Le soleil leur fendillait les rognons. Les morpions leur collaient aux poils et l'eczéma à la peau du ventre. La lumière grésillante finirait bien par leur roustiller la rétine. Dans pas longtemps, que leur resterait-il? Un bout du cerveau? Pour en faire quoi avec, je vous le demande? Là où ils allaient? Pour se suicider? Ça ne pouvait leur servir qu'à ça, un cerveau, là où ils allaient. On a beau dire, c'est pas drôle de vieillir dans les pays où il n'y a pas de distraction, où on est forcé de se regarder dans la glace, dont le teint verdit, devenir de plus en plus déchu, de plus en plus moche. On va vite à pourrir, dans les verdures, surtout quand il fait chaud atrocement. Le Nord, au moins, ça vous conserve les viandes. Ils sont pâles, une fois pour toutes, les gens du Nord. Entre un Suédois mort et un jeune homme qui a mal dormi, pas de différence. Mais le colonial, il est déjà tout rempli d'asticots, un jour après son débarquement. Elle n'attendait que ces infiniment laborieuses vermicelles, et ne les lâcherait plus que bien au-delà de la vie. Sac à larves. Nous en avions encore pour 8 jours de mer avant de faire escale devant la Bragamance, première terre promise. J'avais le sentiment de demeurer dans une boîte d'explosifs. Je ne mangeais presque plus pour éviter de me rendre à leur table et de traverser leurs entreponts en plein jour. Je ne disais plus un mot. Jamais on ne me voyait en promenade. Il était difficile d'être aussi peu que moi sur le navire, tout en y demeurant. Mon garçon de cabine, un père de famille, voulut bien me confier que les brillants officiers de la coloniale avaient fait le serment, verre en main, de me gifler à la première occasion et de me balancer par-dessus bord ensuite. Quand je lui demandais pourquoi, il n'en savait rien, et il me demandait à son tour ce que j'avais bien pu faire pour en arriver là. Nous en demeurions à ce doute. Ça pouvait durer longtemps. J'avais une sale gueule, voilà tout. On ne m'y reprendrait plus à voyager avec des gens aussi difficiles à contenter. Ils étaient tellement désœuvrés aussi, enfermés 30 jours durant avec eux-mêmes, qu'il en fallait très peu pour les passionner. D'ailleurs, dans la vie courante, réfléchissons que 100 individus au moins dans le cours d'une seule journée bien ordinaire désirent votre pauvre mort. Par exemple, tous ceux que vous gênez, pressés dans la queue derrière vous au métro, tous ceux encore qui passent devant votre appartement et qui n'en ont pas, tous ceux qui voudraient que vous ayez achevé de faire pipi pour en faire autant, enfin, vos enfants et bien d'autres. C'est incessant, on s'y fait. Sur le bateau, ça se discerne mieux, cette presse, alors c'est plus gênant. Dans cette étuve mijotante, le suin de ces êtres ébouillantés se concentre. Les pressentiments de la solitude coloniale énorme qui va les ensevelir bientôt, eux et leur destin, les faire gémir déjà comme des agonisants. Ils s'accrochent, ils mordent, ils lacèrent, ils en bavent. Mon importance à bord croissait prodigieusement de jour en jour. Mes rares arrivées à table aussi furtives et silencieuses que je m'appliquasse à les rendre prenaient l'ampleur de réels événements. Dès que j'entrais dans la salle à manger, les 120 passagers tressautaient, chuchotaient. Les officiers de la coloniale, bien tassés d'apéritifs en apéritifs autour de la table du commandant, les receveurs buralistes, les institutrices congolaises surtout, dont l'amiral Bracton emportait tout un choix, avaient fini de suppositions malveillantes en déductions diffamatoires par me magnifier jusqu'à l'infernale importance. À l'embarquement de Marseille, je n'étais guère qu'un insignifiant rêvasseur, mais à présent, par l'effet de cette concentration agacée d'alcooliques et de vagins impatients, je me trouvais doté, méconnaissable, d'un troublant prestige. Le commandant du navire, gros malin trafiqueur et verruqueux, qui me serrait volontiers la main dans les débuts de la traversée, chaque fois qu'on se rencontrait à présent, ne semblait même plus me reconnaître. Ainsi qu'on évite un homme recherché pour une sale affaire, coupable déjà. De quoi? Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue. Les motifs viennent tout seuls. D'après ce que je croyais discerner dans la malveillance compacte où je me débattais, une des demoiselles institutrices animait l'élément féminin de la cabale,
Elle retournait au Congo, crevée, du moins je l'espérais, cette garce. Elle quittait peu les officiers coloniaux, torse moulé dans la toile éclatante, et parée au surplus du serment qu'ils avaient prononcé de m'écraser, ni plus ni moins qu'une infecte limace. Bien avant la prochaine escale. On se demandait à la ronde si je serais aussi répugnant aplati qu'en forme. Bref, on s'amusait. Cette demoiselle attisait leur verve, appelait l'orage sur le pont de l'amiral Bracton, ne voulait connaître de repos qu'après qu'on m'eût enfin ramassé pantelant, corrigé pour toujours de mon imaginaire impertinence, puni d'oser exister en somme, rageusement battu, saignant, meurtri, implorant pitié sous la botte, et le poing d'un de ces gaillards dont elle brûlait d'admirer l'action musculaire, le courroux splendide. Scène de haut carnage, dont ses ovaires fripés pressentaient un réveil. Ça valait un viol par gorille. Le temps passait, et il est périlleux de faire attendre longtemps les corridas. J'étais la bête. Le bord entier l'exigeait, frémissant jusqu'aux soutes. La mer nous enfermait dans ce cirque boulonné. Les machinistes eux-mêmes étaient au courant. Et comme il ne nous restait plus que 3 journées avant l'escale, journée décisive, plusieurs toreros s'offrirent. Et plus je fuyais l'esclandre, et plus on devenait agressif, imminent à mon égard. Ils se faisaient déjà la main, les sacrificateurs. On me coissa ainsi entre 2 cabines, au revers d'une courtine. Je m'échappais de justesse, mais il me devenait franchement périlleux de me rendre au cabinet. Quand nous n'eûmes donc plus que ces 3 jours de mer devant nous, j'en profitai pour définitivement renoncer à tous mes besoins naturels. Les hublots me suffisaient. Autour de moi, tout était accablant de haine et d'ennui. Il faut dire aussi qu'il est incroyable cet ennui du bord, cosmique pour parler franchement. Il recouvre la mer, et le bateau, et les cieux. Des gens solides en deviendraient bizarres, à plus forte raison ces abrutis chimériques. Un sacrifice, j'allais y passer. Les choses se précisèrent un soir après le dîner, où je m'étais quand même rendu, tracassé par la faim. J'avais gardé le nez au-dessus de mon assiette, n'osant même pas sortir mon mouchoir de ma poche pour m'éponger. Nul ne fut à bouffer jamais plus discret que moi. Des machines vous montaient, assis sous le derrière, une vibration incessante et menue. Mes voisins de table devaient être au courant de ce qu'on avait décidé à mon égard, car ils se mirent, à ma surprise, à me parler librement et complaisamment de duels et d'estocades, à me poser des questions. À ce moment aussi, l'institutrice du Congo, celle qui avait la laine si forte, se dirigea vers le salon. J'eus le temps de remarquer qu'elle portait une robe en guipure de grand apparat et se rendait au piano avec une sorte de hâte crispée pour jouer, si l'on peut dire, certains airs dont elle escamotait toutes les finales. L'ambiance devint intensément nerveuse et furtive. Je ne fis qu'un bond pour aller me réfugier dans ma cabine. Je l'avais presque atteinte, quand un des capitaines de la coloniale, le plus bombé, le plus musclé de tous, me barra net le chemin, sans violence, mais fermement. « Montons sur le pont », m'enjoignit-il. Nous y fûmes, en quelques pas. Pour la circonstance, il portait son képi le mieux doré. Il s'était boutonné entièrement du col à la braguette, ce qu'il n'avait pas fait depuis notre départ. Nous étions donc en pleine cérémonie dramatique. Je n'emmenais pas large, le cœur battant, à hauteur du nombril. Ce préambule, cette impeccabilité anormale me fit présager une exécution lente et douloureuse. Cet homme me faisait l'effet d'un morceau de la guerre qu'on aurait remis brusquement devant ma route, entêté, coincé, assassin. Derrière lui, me bouclant la porte de l'entrepont, se dressaient en même temps 4 officiers subalternes, attentifs à l'extrême, escorte de la fatalité. Donc, plus moyen de fuir. Cette interpellation avait dû être minutieusement réglée. « Monsieur, vous avez devant vous le capitaine Frémison, des troupes coloniales. Au nom de mes camarades et des passagers de ce bateau justement indignés par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison. Certains propos que vous avez tenus à notre sujet depuis votre départ de Marseille sont inacceptables. Voici le moment, monsieur, d'articuler bien haut vos griefs, de proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis 21 jours, de nous dire, enfin, ce que vous pensez. » Je ressentis en entendant ces mots un immense soulagement. J'avais redouté quelque mise à mort imparable, mais il m'offrait, puisqu'il parlait, le capitaine, une manière de leur échapper. Je me ruai vers cette aubaine. Toute possibilité de lâcheté devient une magnifique espérance à qui s'y connaît, c'est mon avis. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade,
ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet. Y échapper suffit aux sages. Capitaine, lui répondis-je, avec toute la voix convaincue dont j'étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre. Vous? Moi? Comment me prêter à moi les sentiments d'une semblable perfidie? C'est trop d'injustice, en vérité. J'en ferai, capitaine, une maladie. Comment? Moi, hier encore défenseur de notre chère patrie, moi dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années au cours d'inoubliables batailles, de quelle injustice alliez-vous m'accabler, capitaine? Puis, m'adressant au groupe entier, de quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes? Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, je m'entêtais à répandre d'immondes calomnies sur le compte d'héroïques officiers? C'est trop! Vraiment, c'est trop! Et cela au moment même où ils s'apprêtent, ces braves, ces incomparables braves, à reprendre avec quel courage la garde sacrée de notre immortel empire colonial, poursuivis-je, là où les plus magnifiques soldats de notre race se sont couverts d'une gloire éternelle, les Mangins, les Faidherbe, les Gallieni. Ah, capitaine, moi, ça? Je me tins en suspens. J'espérais être émouvant. Bien heureusement, je le fus un petit instant. S'entraîner alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j'allais droit à lui et lui serrais les deux mains dans une étreinte d'émotion. J'étais un peu tranquille, ayant ses mains enfermées dans les miennes. Tout en les lui tenant, je continuais à m'expliquer avec volubilité, et tout en lui donnant 1000 fois raison, je l'assurais que tout était à reprendre entre nous, et par le bon bout cette fois, que ma naturelle et stupide timidité seule se trouvait à l'origine de cette fantastique méprise, que ma conduite certes aurait pu être interprétée comme un inconcevable dédain par ce groupe de passagers et de passagères, héros et charmeurs mélangés, providentielle réunion de grands caractères et de talents, sans oublier les dames incomparables musiciennes, ces ornements du bord. Tout en faisant largement amende honorable, je sollicitais pour conclure qu'on m'admisse, sans y surseoir et sans restriction aucune, au sein de leur joyeux groupe patriotique et fraternel, où je tenais dès ce moment, et pour toujours, à faire très aimable figure. Sans lui lâcher les mains, bien entendu. Je redoublais d'éloquence. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Frémison ne me tuait pas. Il n'était pas en train de boire non plus. Il ne faisait rien avec ses mains, ni avec ses pieds. Il essayait seulement de penser. C'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Graduellement, pendant que durait cette épreuve d'humiliation, je sentais mon amour-propre déjà prêt à me quitter, s'estomper encore davantage, et puis me lâcher, m'abandonner tout à fait, pour ainsi dire, officiellement. On a beau dire, c'est un moment bien agréable. Depuis cet incident, je suis devenu pour toujours infiniment libre et léger, moralement s'entend. C'est peut-être de la peur qu'on a le plus souvent besoin pour se tirer d'affaire dans la vie. Je n'ai jamais voulu quant à moi d'autres armes depuis ce jour, ou d'autres vertus. Les camarades du militaire indécis, à présent eux aussi venus là exprès pour éponger mon sang et jouer aux osselets avec mes dents éparpillées, devaient pour tout triomphe se contenter d'attraper des mots dans l'air. Les civils accourus frémissants à l'annonce d'une mise à mort arboraient de sales figures. Comme je ne savais pas au juste ce que je racontais, sauf à demeurer à toute force dans la note lyrique, tout en tenant les mains du capitaine, je fixais un point idéal dans le brouillard moelleux, à travers lequel l'amiral Bracton avançait en soufflant et crachant d'un coup d'hélice à l'autre. Enfin, je me risquai, pour terminer, à faire tournoyer un de mes bras au-dessus de ma tête, et lâchant une main du capitaine, une seule, je me lançai dans la péroraison. Entre braves, messieurs les officiers, doit-on pas toujours finir par s'entendre? Vive la France alors, nom de Dieu! Vive la France! C'était le truc du sergent Brandor. Il réussit encore dans ce cas-là. Ce fut le seul cas où la France me sauva la vie. Jusque-là, c'était plutôt le contraire. J'observai, parmi les auditeurs, un petit moment d'hésitation,
Mais tout de même, il est bien difficile à un officier aussi mal disposé qu'il puisse être de gifler un civil, publiquement, au moment où celui-ci crie si fortement que je venais de le faire. Vive la France. Cette hésitation me sauva. J'empoignai 2 bras au hasard dans le groupe des officiers et invitai tout le monde à venir se régaler au bar à ma santé et à notre réconciliation. Ces vaillants ne résistèrent qu'1 minute, et nous bûmes ensuite pendant 2 heures. Seulement les femelles du bord nous suivaient des yeux, silencieuses et graduellement déçues. Par les hublots du bar, j'apercevais entre autres la pianiste institutrice entêtée, qui passait et revenait au milieu d'un cercle de passagères, la hyène. Elle soupçonnait bien ces garces que je m'étais tiré du guet-apens par ruse, et se promettait de me rattraper au détour. Pendant ce temps, nous buvions indéfiniment entre hommes sous l'inutile mais abrutissant ventilateur, qui se perdait à moudre depuis les Canaries le coton tiède atmosphérique. Il me fallait cependant encore retrouver de la verve, de la faconde qui puisse plaire à mes nouveaux amis, de la facile. Je ne tarissais pas, peur de me tromper, en admiration patriotique, et je demandais et redemandais à ces héros, chacun son tour, des histoires, et encore des histoires de bravoure coloniale. C'est comme les cochonneries, les histoires de bravoure. Elles plaisent toujours à tous les militaires de tous les pays. Ce qu'il faut au fond pour obtenir une espèce de paix avec les hommes, officiers ou non, armistice fragile, il est vrai, mais précieux quand même, c'est leur permettre en toutes circonstances de s'étaler, de se vautrer parmi les vantardises niaises. Il n'y a pas de vanité intelligente. C'est un instinct. Il n'y a pas d'homme non plus qui ne soit pas avant tout vaniteux. Le rôle du paillasson admiratif est à peu près le seul dans lequel on se tolère d'humain à humain, avec quelque plaisir. Avec ces soldats, je n'avais pas à me mettre en frais d'imagination. Il suffisait de ne pas cesser d'apparaître émerveillé. C'est facile de demander et de redemander des histoires de guerre. Ces compagnons-là en étaient bardés. Je pouvais me croire revenu au plus beau jour de l'hôpital. Après chacun de leurs récits, je n'oubliais pas de marquer mon appréciation, comme je l'avais appris de Branle-d'Or, par une forte phrase. « Eh bien, en voilà une belle page d'histoire. » On ne fait pas mieux que cette formule. Le cercle auquel je venais de me rallier si furtivement me jugea peu à peu devenu intéressant. Ces hommes se mirent à raconter à propos de guerre autant de balivernes qu'autrefois j'en avais entendu et plus tard raconté moi-même alors que j'étais en concurrence imaginative avec les copains de l'hôpital. Seulement leur cadre à ceci était différent, et leurs bobards s'agitaient à travers les forêts congolaises, au lieu des Vosges ou des Flandres. Mon capitaine Frémison, celui qui l'instant auparavant se désignait encore pour purifier le bord de ma putride présence, depuis qu'il avait éprouvé ma façon d'écouter plus attentivement que personne, se mit à me découvrir 1000 gentilles qualités. Le flux de ses artères se trouvait comme assoupli par l'effet de mes originaux éloges. Sa vision s'éclaircissait, ses yeux striés et sanglants d'alcoolique tenace finirent même par scintiller à travers son abrutissement, et les quelques doutes en profondeur qu'il avait pu concevoir sur sa propre valeur, et qui l'effleuraient encore dans les moments de grande dépression, s'estompèrent pour un temps, adorablement, par l'effet merveilleux de mes intelligents et pertinents commentaires. Décidément, j'étais un créateur d'euphorie. On s'en tapait à tour de bras les cuisses. Il n'y avait que moi pour savoir rendre la vie agréable, malgré toute cette moiteur d'agonie. N'écoutais-je pas d'ailleurs à ravir? L'amiral Bragueton, pendant que nous divaguions ainsi, passait à plus petite allure encore. Il ralentissait dans son jus. Plus un atome d'air mobile autour de nous. Nous devions longer la côte, et si lourdement, qu'on semblait progresser dans la mélasse. Mélasse aussi le ciel au-dessus du bordage. Rien qu'un emplâtre noir et fondu que je guignais avec envie. Retourner dans la nuit, c'était ma grande préférence, même suante et geignant, et puis d'ailleurs dans n'importe quel état. Frémison n'en finissait pas de se raconter. La terre me paraissait toute proche. Même mon élan d'escapade m'inspirait 1000 inquiétudes. Peu à peu, notre entretien cessa d'être militaire pour devenir égrillard et franchement cochon. Enfin, si décousu, qu'on ne savait plus par où le prendre pour le continuer. L'un après l'autre, mes convives y renoncèrent et s'endormirent,
et le ronflement les accabla, dégoûtant sommeil qui leur raclait les profondeurs du nez. C'était le moment ou jamais de disparaître.